Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture et j'ai 4 romans à vous présenter. Notamment 2 dont je suis vraiment très contente de prendre enfin le temps de vous en parler parce que c'est des lectures, je sais que vous êtes quelques-uns quand même à attendre mon avis, notamment pour celui-ci. Ça fait un moment que je l'ai lu, enfin ça fait un moment déjà que je l'ai reçu de la part des éditions La Talente, un moment que je l'ai lu et j'avais toujours pas pris le temps de le chroniquer parce que pour être honnête, je pense que c'est une chronique qui va me donner du fil à retordre, du fil à retordre parce que je suis assez mitigée sur ce roman. Ouais voilà, je sais pas trop je sais pas trop ce que je veux en dire en fait, mais va bien falloir trouver. Et il y a aussi Récursion de Blake Rouge que je suis très contente de vous présenter. Alors pour le coup, celui-ci, je l'ai terminé il y a quelques jours, mais je sais que vous étiez aussi quelques-uns à attendre d'avoir mon avis dessus parce que c'est un livre qui vous intriguait beaucoup. Alors du coup, on va commencer par Les Derniers Feux du Soleil de Guy Gavrielkes. C'est paru aux éditions La Talente et c'est un roman que j'ai lu, je crois, au mois de septembre, qu'il m'a fallu un petit moment pour lire parce que c'est une lecture, voilà, comme je vous l'ai dit, que j'ai trouvé assez difficile, enfin pas complexe en fait, c'est pas dans le sens où l'intrigue, les personnages ou l'univers était difficile à appréhender, mais le rythme de lecture était assez particulier, j'ai eu du mal à m'accrocher, voilà, c'était une lecture assez mitigée. Alors pour recontextualiser quand même la lecture, Guy Gavrielkes c'est un auteur que j'ai découvert cet été avec la trilogie Fionavar que j'ai adoré, qui a été vraiment un énorme coup de cœur et qui m'a donné envie de découvrir plein de choses de l'auteur. Et du coup, comme cet été, c'était aussi la parution du coup de cette réédition de Guy Gavrielkes, j'ai demandé aux éditions La Talente de m'envoyer ce roman parce que j'avais très envie voilà, de le découvrir. Du coup, autant le dire tout de suite, je pense, c'est une lecture qui a été une déception et je pense que ça a été une déception déjà parce que le livre est assez bizarre, mais surtout parce que j'avais des attentes totalement démesurées à cause voilà, de l'énorme coup de cœur que j'avais eu pour Fionavar, où j'avais tellement tout aimé dans Fionavar en fait. Et en fait, c'était assez piégeux parce que Fionavar, c'est de la fantaisie classique avec de la magie, avec deux univers, avec des personnages qui passent de notre univers réel à l'univers magique, où il y a du coup des magiciens, il y a un grand méchant du mal, il y a de la magie, il y a des artefacts magiques. Enfin bon voilà, c'est de la fantaisie beaucoup plus classique. Et en fait, c'est du coup très différent de ce que fait d'habitude Guy Gavrielkes parce que Guy Gavrielkes, il fait des choses en fait, il fait de la fantaisie historique et ça, du coup, c'est de la fantaisie historique et il y a quasiment pas de magie. Il y a pas de magie en fait et du coup, on est vraiment très très loin de Fionavar. En fait, Guy Gavrielkes, il fait de la fantaisie historique et tous ses romans vont se situer du coup dans cet univers qui est vraiment très 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 inspiré de notre histoire à nous. En fait, c'est la même chose sauf qu'en fait, il a pris quelques libertés et qu'il a changé des noms. Par exemple, là, du coup, on est sur une histoire de Vikings et ça colle vraiment. Enfin, c'est la même chose que les histoires de Vikings qui se sont passées dans notre histoire, sauf que là il a changé les noms du coup et au lieu d'avoir des Vikings on a des Erlings et au lieu qu'ils pardon j'ai la voix qui part n'importe où. Et au lieu du coup qu'ils aillent attaquer les territoires anglais et tout, ils attaquent les Anglicines et les Singael. Mais sinon, c'est la même période, c'est les mêmes caractéristiques historiques pour la période que s'ils l'avaient situé dans la vraie vie de notre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en gros, c'est de la fantaisie historique et on a un récit historique avec vraiment très très peu de magie. Là, dans celui-ci, on a le royaume des fées, mais c'est pas hyper présent dans la narration. Alors ça existe et il y a la petite touche de magie, mais franchement, c'est vraiment très léger. Et voilà, du coup, je pense qu'une part de ma déception venait de là aussi, c'est que quand j'ai lu le résumé et que j'ai vu que c'était une histoire de vikings et qu'en plus on nous parlait d'un royaume féerique, je m'attendais finalement à beaucoup plus de magie, je m'attendais à quelque chose qui soit beaucoup plus comme Fionavar et en fait voilà, on est sur quelque chose de vraiment très différent. Je savais que ce serait différent mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi différent et qu'il y ait aussi peu de magie. Je pense que voilà, c'est ça qui m'a déçue en premier lieu. Et du coup, ce roman-là, c'est du coup en gros une histoire de vikings et l'intrigue principale, c'est donc l'histoire d'une invasion viking sur les terres du coup, enfin d'une invasion Erlings sur les terres des Anglicines et des Singael et de comment voilà les deux camps vont agir les uns pour envahir et les autres pour repousser l'invasion. On va suivre du coup plusieurs personnages, on va suivre des personnages parmi les vikings, on va notamment suivre un fils qui vit pas sa meilleure vie parce qu'en fait son père était un meurtrier et comme son père était un meurtrier, il a été dépossédé, en fait il a été banni des îles vikings, enfin des îles Erlings pardon, bon, c'est pareil, il a été banni en fait de son clan, il a été renvoyé et il a été dépossédé de tous ses biens, de tout, voilà, de toutes ses possessions matérielles. Et donc
donc son fils a également été dépossédé de son héritage et il est devenu en gros esclave et il n'a pas du tout envie de continuer cette vie-là. Il a envie de se libérer en fait de cet esclavage et d'aller faire ses preuves ailleurs. Donc voilà, du coup on va suivre ce personnage-là qui est un jeune viking et on va suivre surtout beaucoup de personnages parmi les Anglicines et les Singael qui sont en fait deux peuples qui sont voisins sur la terre, du coup sur le continent que les Vikings veulent envahir, qui sont du coup voisins mais qui sont pas hyper copains mais qui sont supposés normalement être plus ou moins alliés contre les Vikings. Et en fait on va suivre plusieurs personnages qui sont plutôt jeunes, qui sont des jeunes gens de la royauté, puisqu'on va surtout suivre des princes et des princesses. En fait l'intrigue principale c'est donc l'invasion viking, mais ça va être le prétexte du coup d'autres intrigues, de certaines péripéties, d'intrigues politiques, d'intrigues amoureuse, amicale, familiale, il va se passer des choses, bon voilà. Mais après, pour être honnête, et d'ailleurs je pense qu'on peut peut-être commencer de rentrer dans le détail par ça, j'ai vraiment eu l'impression en lisant le livre que finalement l'intrigue principale de cette invasion viking était pas hyper intéressante, enfin qu'elle était déjà très peu exploitée, très peu approfondie, et qu'elle était surtout le prétexte de faire de montrer des personnages et de montrer certaines histoires. En fait, j'ai pas eu tellement l'impression de lire un récit d'invasion viking, même si c'est le point central de l'intrigue. J'ai plutôt eu l'impression de lire des scènes et des histoires et des passages, des moments, de voir en fait certains passages de cette histoire et que tout ça a semblé former une intrigue principale, mais je pense vraiment pas que l'intérêt du livre ce soit l'invasion viking. En fait, je pourrais même pas vous redire exactement les moments qui font qu'à la fin on débouche à telle situation parce que je m'en souviens pas. Finalement, je pense vraiment que l'intérêt du livre, c'est pas son intrigue principale, ça va être certaines scènes, certains personnages, certaines histoires à l'intérieur de la grande histoire principale de cette invasion. Et je pense que voilà, c'est ça qu'a voulu faire Guy Gavrielke, c'est que finalement cette histoire de l'invasion viking est totalement prétextuelle à nous parler de cette relation père-fils, à nous parler il y a plusieurs relations père-fils assez intéressantes, à nous parler de ce personnage qui fait le deuil qui est en plein deuil et qui n'arrive pas à dépasser ça, nous parler aussi de ces histoires de religion, du monde qui évolue. Je pense que finalement j'ai plus eu l'impression à la fin d'avoir vu des personnages, d'avoir vu certaines scènes, d'avoir eu quelques petites histoires, mais tout ça ne formait pas vraiment un truc très uni autour d'une intrigue principale. Je sais pas si je suis très claire. De manière générale, j'ai été vraiment très déstabilisée par beaucoup des choix de narration de l'auteur, et je pense que c'est assez fait exprès. En fait, je pense que je m'interroge vraiment sur à quel point c'est une expérience d'écriture et une expérience de lecture qu'il a voulu proposer au lecteur, parce qu'il y a vraiment des choix de narration qui sont déstabilisants en fait, mais qui sont tellement affirmé et qui va tellement jusqu'au bout de ce choix-là que je pense que c'est vraiment fait exprès. Et notamment quelque chose qui m'a beaucoup déstabilisée, c'est une impression parfois de théâtralité en fait dans le roman. J'avais parfois moins l'impression de lire un roman que de lire certaines scènes de théâtre qui auraient été narrativisées. Oui, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Parce que voilà, il y avait vraiment cette théâtralité avec l'aspect tragique de certaines situations, vraiment l'intensité dramatique et le côté de parfois, enfin souvent on n'avait pas tous les personnages ensemble, on avait 2 ou 3 personnages sur du coup un lieu précis, sur un laps de temps très resserré. Du coup je trouve que ça faisait vraiment très théâtral et du coup on avait cette théâtralité là sur beaucoup de passages et parfois on s'éloignait totalement de ça et on était sur quelque chose de très loin de tout ça, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment super étrange. Et autre chose aussi qui m'a beaucoup déstabilisée, enfin il y a beaucoup de choses qui sont assez étranges dans le roman, mais quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est que parfois, enfin à beaucoup de moments quand même, on se dit que certains passages mériteraient des approfondissements sur le personnage, ce qui se passe, leurs relations, sur l'univers, enfin ça mériterait des approfondissements sur des personnages principaux, mais ces approfondissements-là, on les a pas. Mais par contre, parfois, on va avoir un développement de 2 pages, 3 pages sur un personnage totalement secondaire, voire tertiaire, voire même au-delà de tertiaire. On va avoir des développements et on va savoir tout ce qui se passe dans sa vie jusqu'à sa mort, alors que c'est un personnage qui franchement on s'en fout en fait. Et du coup c'était hyper déstabilisant, déjà parce qu'on avait des informations sur quelque chose de secondaire, mais en plus parce que à ces moments-là on passait en fait dans un point de vue omniscient
alors que, alors je me souviens plus c'était quoi le point de vue général de tout le roman, mais c'était pas omniscient en fait, on était peut-être sur un point de vue externe je crois, et du coup d'un seul coup, dans ces passages-là, on sentait la présence de l'auteur qui se remettait en avant et qui nous donnait des informations sur tout ce qui allait se passer, mais en fait le reste du temps il était très effacé et on n'avait pas toutes ces informations, on était même c'est comme si on avait... Ouais, je sais pas comment expliquer, c'était assez bizarre. En ce qui concerne du coup les personnages, il y en a certains qui étaient vraiment très très intéressants. En fait, je trouve que beaucoup des personnages étaient vraiment très intéressants. Ils avaient des enjeux super intéressants, soit parce qu'ils étaient en deuil et que du coup ils étaient vraiment voilà très tournés autour de ça, l'évolution de comment gérer son deuil et enfin bref, ce personnage-là était intéressant. Il y a un autre personnage aussi qui est un personnage de prêtre et qui lui du coup incarne plutôt voilà tout un tas de questionnements et de problématiques sur la religion. Voilà, les personnages étaient vraiment très intéressants. Leur relation était intéressante, mais par contre, j'ai eu vraiment, enfin, je me suis pas attachée en fait, globalement. Même s'ils étaient intéressants à suivre et que certains étaient franchement sympathiques, on s'attache pas aux personnages, je trouve. En fait, globalement, c'est un roman où on reste énormément en surplomb. On est toujours au-dessus des personnages, au-dessus de l'histoire, mais personnellement, j'ai jamais été avec en fait. Donc voilà, c'est vraiment une lecture pour moi qui restera mitigée. Alors je pense qu'à la fin, je suis quand même vraiment contente de l'avoir lu parce que c'est un roman, je trouve, qui est intéressant. Et même s'il y a des choses où j'ai eu du mal à lire et je trouvais que c'était long et tout, il y a vraiment des scènes, il y a vraiment des sujets, il y a des choses en fait à l'intérieur de cette histoire. Alors pas l'histoire principale, mais des éléments de l'histoire qui m'ont vraiment marqué, que j'ai trouvé vraiment très beau, très touchant, voilà, très poétique. Mais dans l'ensemble, c'est mitigé parce que voilà, j'ai toujours eu l'impression d'être en surplomb de l'histoire et de jamais réussir à vraiment m'investir dans ma lecture. En fait, à la fin, j'ai moins l'impression d'avoir lu un roman cohérent autour d'une intrigue principale qui serait du coup l'invasion viking que de m'être promenée au milieu d'une... Ah, j'ai le nez tout sec. J'espère qu'on voit pas. Non, c'est bon. Que de m'être promenée en fait au milieu d'une galerie de scènes et de personnages. Alors du coup, certains vraiment très touchants, très émouvants, avec beaucoup voilà de poésie et d'émotion. Mais à la fin, je garde une frustration parce que j'ai pas été emportée par une histoire, j'ai pas été emportée par un roman en fait. Et voilà, c'est vraiment une impression de lecture assez particulière. Et c'est pour ça du coup que je sais pas trop quoi en dire parce que c'est vraiment une expérience de lecture personnelle. Déjà, je sais pas si les autres ils ont trouvé la même chose que moi, s'ils ont trouvé que c'était... Enfin, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas ressenti ça du tout. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Mes attentes étaient vraiment clairement démesurées à cause de Fiona Varr, mais ça m'a pas du tout rebuté sur l'auteur. Ça m'a quand même rendue encore très curieuse de l'auteur, parce que du coup, Fiona Varr, c'était un certain registre. Là, on est sur quelque chose de très différent, mais de très intéressant. Alors, pas forcément toujours hyper plaisant à lire, mais quand même super intéressant. Et du coup, je suis très curieuse de ses autres romans, notamment des Lions d'Al-Rassan. Je sais que c'est L'Olifant qui l'a beaucoup aimé et Féline qui l'a beaucoup aimé aussi. Et du coup, voilà, ça m'interroge de est-ce que tous ces romans sont bizarres comme ça, enfin, comment sont les autres? Alors, on passe maintenant à Récursion de Blake Crouch, qui est du coup un roman paru chez Nouveau Millénaire, donc dans la collection Nouveau Millénaire de chez J'ai lu, et que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment passé un tellement bon moment de lecture et ça a vraiment été une excellente surprise ce livre parce que pour tout vous dire, quand je l'ai vu dans le catalogue de J'ai lu, il m'intriguait parce que du coup c'était annoncé comme un thriller de SF autour de la thématique de la mémoire et je trouvais que cette thématique de la mémoire était vraiment intéressante, mais j'en attendais rien en fait. Je m'attendais à voilà un thriller de SF sympa sans plus. J'attendais rien de particulier et finalement, mais quelle bonne surprise. En fait, on a un basculement à un moment dans le roman et je trouve qu'on quitte vraiment ce côté thriller de SF et qu'on passe dans quelque chose que j'aime beaucoup plus en science-fiction et qui est même exactement ce que j'aime en science-fiction. On passe à quelque chose de vraiment de beaucoup plus tourné vers les personnages, vers l'humain, vers l'émotion et vraiment toutes ces parties-là du livre m'ont énormément touchée et c'était vraiment une très bonne surprise. Vraiment, je m'attendais pas à ça et du coup, ça a été que des bonnes surprises. Alors du coup, pour l'histoire, en fait, on va suivre deux personnages. On va suivre un personnage qui est un policier, qui est voilà le personnage du flic désabusé. Voilà, c'est ça qui est écrit sur la 4e de couverture. Qui travaille du coup dans la police et qui va pas très bien dans sa vie parce qu'en fait, il a perdu sa fille il y a... Pardon. Oh là, c'est compliqué. Du coup, je disais qu'il va pas très bien dans sa vie, qu'il est en fait, voilà, qu'il n'arrive pas à digérer son deuil et il se retrouve à enquêter sur des personnes qui sont atteintes
du syndrome des faux souvenirs, je crois que oui c'est ça, du syndrome des faux souvenirs, qui est en fait un syndrome qui fait que bah, de manière totalement aléatoire, des personnes vont se réveiller un jour en ayant des souvenirs beaucoup de souvenirs, des souvenirs très précis d'une autre vie en fait, d'une vie qui n'est pas réelle. Du coup, c'est des souvenirs voilà qui arrivent comme ça dans leur tête mais qui sont hyper précis. Voilà, ils se souviennent d'autres parents, d'autres métiers, d'autres enfants, d'autres maris, d'autres femmes, de toute une autre vie en fait, et ça crée énormément de problèmes parce qu'il y a énormément des personnes qui sont atteintes de ce syndrome qui vont se suicider malheureusement parce que bah, psychologiquement c'est impossible et c'est très difficile pour elles de départager le vrai du faux, d'arriver à départager leur vraie vie de leur fausse vie parce que leurs souvenirs sont comme si c'était réel et il y en a qui voilà qui se souviennent d'un enfant mais qu'ils n'ont pas en fait auprès d'eux, mais ils se souviennent qu'ils ont un enfant, mais ils ne l'ont pas. Donc voilà, du coup, ça se passe pas très bien, il y a beaucoup de suicides et voilà, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et on va suivre ce personnage qui va enquêter là-dessus. Et en parallèle, du coup, on va suivre un autre personnage qui est une femme scientifique, qui est neurologue et qui a pour objectif de construire une machine qui permettrait de sauvegarder les souvenirs des personnes atteintes d'Alzheimer parce que voilà, bah, sa mère est atteinte de cette maladie et que voilà, elle voudrait dédier sa vie à trouver une solution pour aider sa mère. Et voilà, ses recherches patinent un petit peu jusqu'au moment où on va lui proposer une bourse de recherche assez particulière qui va bah, l'amener à un autre endroit et qui va amener ses travaux dans une autre direction. Et on va voilà suivre l'évolution de ces deux personnages, sachant que le personnage de la femme scientifique, sa temporalité se situe avant le personnage de l'homme. Du coup, on se doute dès les premières pages que ce qui se passe avec la scientifique a un impact en fait, enfin c'est possiblement lié à ce qui se passe avec le personnage du policier, puisque voilà les deux travaillent autour de la mémoire et en fait on va avancer en les suivant comme ça jusqu'au moment où bah certaines pièces du puzzle vont s'emboîter et qu'on va comprendre une partie du pourquoi du comment. Leurs deux histoires sont liées et à partir de ce moment-là, c'est vraiment à partir de ce moment-là, je trouve qu'on quitte le côté vraiment thriller de SF. Parce que voilà, dans cette première partie, il y a l'enquête, mais il y a aussi la montée en tension où on sent qu'il y a du danger, il se passe quelque chose et voilà, il y a cette montée en tension assez typique du thriller. Et en fait, à un moment, on va avoir un basculement et on va garder une partie de voilà des ressorts du thriller avec l'action, avec la montée en tension et tout, parce que plus on avance dans le roman, plus les enjeux sont graves, plus ça devient dangereux et plus les conséquences sont cataclysmiques. Mais on va quand même quitter le côté thriller et on va passer dans quelque chose de beaucoup plus humain en fait, voilà, beaucoup plus sur la relation de ces personnages qui vont se retrouver au milieu d'une... Enfin en fait voilà, c'est ça, et c'est vraiment ce que j'aime en science-fiction, c'est quand on va suivre des personnages, on va vraiment être orienté vers l'humain, vers les personnages, mais ces personnages-là se retrouvent au milieu d'une espèce de débâcle scientifique autour d'un mystère scientifique. Et tous ces passages-là, je les ai vraiment trouvés vraiment géniaux. Ça m'a beaucoup fait penser au Chronolithe de Robert Charles Wilson et ça m'a fait penser aussi à Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez, d'ailleurs dans la même collection, qui sont deux romans que j'ai vraiment adorés. J'ai trouvé que l'intrigue était vraiment super bien menée, avec du coup au début ce décalage temporel entre nos deux personnages, jusqu'au moment où il n'y a plus le décalage mais il va se passer plein de choses. En fait, dès le début du roman, j'étais vraiment happée au début par cette enquête, par le côté mystérieux voilà, de ce phénomène des faux souvenirs, puis par la montée en tension et ensuite on est vraiment happé et personnellement j'étais incapable de lâcher le roman parce que les personnages sont vraiment touchants, il y a une relation qui se tisse entre deux personnages qui est vraiment très belle et qui, enfin vraiment c'était impossible à lâcher, enfin c'est vraiment un livre que j'ai dévoré en 2 jours et enfin en 1 jour et demi parce que j'ai lu 30 pages le premier jour et j'ai lu le reste le lendemain. L'intrigue autour du mystère scientifique sur la mémoire et tout, le côté scientifique et science-fiction de l'intrigue est vraiment bien construit je trouve et vraiment... alors, je sais pas si c'est original, je suis pas sûre que ça soit vraiment original, mais en tout cas, c'est vraiment bien fait et ça, enfin, personnellement, ça m'a vraiment propulsé dans ce récit et c'était vraiment bien construit. Et à la fin, tu réalises, tu fais d'accord, tu fais des relations, bon voilà, c'était vraiment, vraiment bien pensé et les personnages sont vraiment un autre point fort du roman parce que on sent que c'est des vrais personnages. Alors, au début, le flic, on peut se dire, ouais, ça va être un personnage cliché, ça encore, parce que le flic désabusé de la police, gna gna gna. On connaît, mais en fait, oui, il est un peu cliché par certains aspects, mais ça empêche que c'est un vrai personnage avec une vraie histoire, avec un vrai caractère, avec
Voilà, enfin un vrai personnage, je trouve, qui était très agréable à suivre. Et pareil pour la scientifique et d'autres personnages. Je trouve que c'est vraiment des personnages qui ont du corps en fait. On a vraiment l'impression de voilà, enfin c'était bien fait, je me suis beaucoup attachée au personnage. Le dernier tiers du livre est vraiment, j'ai adoré le dernier tiers du livre, alors qui est un peu répétitif, mais qui en même temps fait culminer l'émotion à un point qui était vraiment, enfin c'était vraiment beau en fait, c'était vraiment touchant parce que c'est un thriller de science-fiction, mais c'est aussi une histoire d'amour et c'est aussi un mystère scientifique et c'est aussi une histoire de famille et c'était vraiment voilà, je trouve que à partir du moment où on a ce basculement et qu'on va vers beaucoup plus d'humanité et beaucoup moins de tension, d'enquête, de thriller, moi j'étais vraiment totalement conquise et totalement convaincue parce que c'était vraiment, vraiment très chouette. Enfin bon, voilà, c'était une très bonne surprise. Je m'attendais pas à ces développements-là, je m'attendais pas du tout. Le dernier tiers du livre, les événements, je m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, je pense que vous aurez compris que c'était vraiment une très bonne lecture et vraiment une surprise, et ça fait plaisir. Encore une fois, du coup, la collection Nouveau Millénaire de chez J'ai lu ne me déçoit pas. Je crois qu'il n'y en a pas un seul que j'ai lu et que j'ai pas aimé. Alors il y en a que j'ai moins aimé que d'autres, mais c'est vraiment une collection valeur sûre pour moi et vraiment là encore. Je me disais justement que ce thriller du coup s'éloignait un petit peu de leur ligne éditoriale habituelle et finalement non, du coup bah, quand on arrive dans la deuxième partie on comprend vraiment, enfin j'ai vraiment compris du coup pourquoi ce roman avait sa place dans cette collection et c'est vrai qu'il ressemble aux autres et voilà bref. J'ai beaucoup aimé. Alors du coup, on passe à un livre sur lequel je pense que je vais être beaucoup plus rapide parce que bah il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est du coup Serpent and Dove de Shelby Maturin qui est le premier tome d'une trilogie. C'est de la fantasy pour un public à partir de l'adolescent, young adulte, tout ça. Et c'est du coup un livre où je m'attendais, enfin le résumé nous annonce une histoire d'amour entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Et c'est exactement ce que j'avais envie de lire et c'est exactement ce que j'ai eu. Du coup, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire parce que finalement c'est un livre qui n'est pas très surprenant. Voilà, par exemple, au contraire de celui-ci où j'allais de surprise en surprise, bah celui-ci finalement on s'attend à lire une histoire de sorcière et d'amour et tout, enfin et voilà, c'est exactement ce qu'on a et il n'y a pas de voilà, tout est finalement l'intrigue est assez attendue, les personnages sont assez attendus, tout ce qui se passe finalement c'est alors c'est pas désagréable à lire, au contraire, personnellement, d'ailleurs j'aurais peut-être pu commencer par ça. J'ai passé vraiment un très bon moment de lecture, j'étais bien dans ma lecture, c'était agréable à lire, voilà, c'était sympa. Mais il n'y a pas grand-chose à dire parce que finalement il n'y a pas de... Alors du coup quand même pour faire un résumé, on va suivre le personnage de Louise qui est une jeune femme, qui est une sorcière et qui en fait est en fuite. Alors au début on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle se cache en fait de sa famille de sorcières, de son clan de sorcières, elle les a quittés. Et il faut vraiment pas qu'elle soit retrouvée parce qu'on sent qu'il y a un danger, on sent qu'il se passe vraiment quelque chose et bref, elle est en fuite et ça se complique pour elle parce que non seulement du coup elle doit échapper aux autres sorcières, mais elle doit aussi échapper bah, du coup aux chasseurs de sorcières parce qu'on est dans un univers où les sorcières sont très mal vues, sont voilà considérées comme maléfiques, on les aime pas, elles font du mal, etc. Et il y a donc des chasseurs de sorcières qui sont en fait affiliés à une espèce d'ordre religieux, voilà, il y a ce côté bah voilà, ils font ça pour Dieu, pour éliminer les créatures du diable et tout, enfin bref. Louise, va y avoir une espèce de quiproquo, enfin de situation un peu compliquée qui va faire que Louise va se retrouver obligée de se marier à un chasseur de sorcières avec qui elle a été en conflit. Et elle n'a pas le choix en fait, elle est obligée de se marier avec lui parce que voilà, sinon elle est encore plus en danger, sachant qu'elle est déjà pas mal en danger de se marier à un chasseur de sorcières en étant elle-même une sorcière parce qu'elle va devoir lui cacher son identité. Au début, ils peuvent pas se supporter, ils se détestent cordialement, mais on se doute bien qu'au fur et à mesure qu'ils vont apprendre à se connaître, tout ça, et ben ils vont arrêter de se détester. Et voilà, c'est une histoire d'amour entre une sorcière et un chasseur de sorcières, avec par-dessus tout ça, parce que voilà, il y a l'histoire d'amour, mais par-dessus, il y a quand même une intrigue autour des sorcières, parce qu'en fait, les sorcières préparent quelque chose. Au début, on sait vraiment pas trop, mais elles fabriquent quelque chose, elles traficotent dans leur coin, et on sent bien que ça va avoir des répercussions, parce qu'elles ont un plan en tête, et Louise va se retrouver mêlée à tout ça. Évidemment totalement contre son gré et il va se passer des choses, bon voilà. Enfin, voilà, c'était sympa, l'intrigue est assez attendue, il n'y a pas de grosses révélations, enfin il y a des révélations sur certains personnages mais très sincèrement on les voit venir à 3 km. Petit bémol sur les péripéties, enfin le groupe d'événements qui mènent au mariage entre la sorcière et le chasseur de sorcières.
J'ai pas trouvé, enfin on sentait que c'était un petit peu forcé quand même dans la narration, que c'était un petit peu tiré par les cheveux parce qu'on voulait qu'ils se retrouvent mariés ensemble et tout. À un moment on a une espèce d'explication qui pourrait rendre ça un petit peu plus logique, mais ça reste quand même un petit peu tiré par les cheveux et voilà, on sent que là il y a une grosse ficelle narrative sur je veux qu'ils soient mariés ensemble, du coup bah on va les marier ensemble et tant pis si c'est pas hyper crédible. Les personnages sont sympathiques, même si là encore ils sont vraiment vraiment très très clichés, enfin vraiment ils étaient même peut-être un peu caricaturaux parce qu'on a vraiment le personnage de cette sorcière qui s'est échappée, qui est une sorcière rebelle, qui est libérée, qui est courageuse, voilà, machin, tout ça, vous voyez un petit peu le genre de personnage. Et en face, on a le chasseur de sorcières qui est, bah, en fait, exactement comme Nina et Mathias dans Six of Crows. C'est le même type de personnage, sauf que dans celui-ci, le chasseur de sorcières, il est un poil moins vénère que Mathias, parce que Mathias, il est quand même un peu, voilà, il est un peu en colère. Là, c'est un personnage un peu coincé du cul, qui est vraiment, qui a un code moral, qui est très loyal, qui veut faire les choses bien, comme ça. Enfin, oui, mais qui est très gentil au fond. Il a l'air froid, mais à la fin il est gentil. Enfin, vous voyez le type de personnage. Je dis pas que ça marche pas parce que ça marche très bien et que résultat j'étais embarquée par l'histoire, j'étais très bien dans ma lecture et que j'avais trop envie qu'ils se fassent leur premier bisou, mais c'était quand même voilà, vachement cliché. Même si à la toute fin, je dis qu'il n'y a pas eu de surprise, mais si en fait à la fin il y a quand même des surprises. Alors pas sur les personnages, les révélations, il y a des trucs là où on les voit venir, mais à la toute fin on a des révélations sur l'univers en fait, sur l'origine de la magie, sur les sorcières, sur l'univers des sorcières, sur ce qui s'est passé et tout. Et ça, pour le coup, c'était vraiment des bonnes révélations où on apprend des choses intéressantes et surtout qui promettent des belles choses pour la suite parce que ça donne vraiment de la profondeur à l'intrigue, à l'univers et ça prend, enfin, ça nous fait partir sur une direction en tout cas que j'aime beaucoup et que je trouve très intéressante. Donc voilà, pas de surprise jusqu'à la fin où on a des révélations intéressantes, mais sinon voilà, c'est une lecture sur laquelle il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc voilà, c'était une bonne lecture, je suis contente de l'avoir faite et je lirai la suite. Et on termine du coup avec la partie 2 du tome 4 des archives de Rochard. J'ai du coup terminé le tome 4 des archives de Rochard. Celui-ci c'était vraiment un énorme pavé, mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire, alors beaucoup plus que la première partie pour laquelle j'avais été pas mal mitigée. Là, ça m'a fait vraiment plaisir et je pense que je l'ai aussi lu à un moment où j'avais besoin de ça. Ça m'a fait plaisir de retourner dans cet univers auprès de ces personnages qui sont, voilà, bah, un petit peu comme l'Assassin Royal en fait. C'est des personnages qui sont très familiers, c'est un univers que j'aime beaucoup. Même si en lisant ce tome, je me suis rendu compte, parce que ça faisait quand même un moment que j'avais lu la première partie, j'avais oublié plein de choses en fait. Et c'est du coup en me replongeant là-dedans que je me suis rendu compte à quel point l'univers était riche, était développé, était profond, était... Il y a tellement de choses en fait, et là je m'en suis rendu compte parce que j'avais oublié plein de choses. Et en fait, dans ce tome 4, j'ai même trouvé que c'était vertigineux, tellement c'était riche, tellement, voilà, tellement il y avait de choses, tellement il y avait de clans, tellement il y avait de sous-intrigues, tellement il y avait de personnages. Et en plus, dans ce tome-là, on commence à tisser vraiment des gros liens avec le Cosmère. Alors il y en avait déjà avant, mais là, on approfondit vraiment tout cet aspect-là. Et c'est un peu une pause en fait, au milieu de toutes les péripéties générales du conflit qu'il y a dans le roman, même s'il y a quand même de l'action, il se passe quand même des choses, mais c'est vraiment un tome qui est centré sur l'approfondissement de l'univers. On apprend énormément de choses sur l'univers, on découvre des choses, on est vraiment très centré là-dessus, sur cet aspect recherche, découverte de, bah voilà, de secrets de l'univers, de secrets à la fois sur Rochard, mais aussi du coup sur les liens avec le Cosmère, parce que voilà, les archives de Rochard, ça fait partie du Cosmère. On est aussi du coup très centré sur les personnages, sur la psychologie des personnages. On a des personnages, voilà, il se passe des choses dans leur tête, ça fait plusieurs tomes qu'on sent que ça travaille et tout. Et là, en fait, c'est un tome où les personnages doivent franchir une étape psychologiquement en fait. Enfin, et du coup c'est très intéressant et c'est très touchant et c'est vraiment, c'est ce qui fait que les archives de Rochard c'est vraiment une immersion dans un univers avec tellement de détails. On est très proche des personnages, mais du coup c'était un tome qui était très lent, voilà, où il se passe pas grand chose. Et d'ailleurs à la fin quand je l'ai terminé je me suis dit ok, tout ça pour ça du coup, parce qu'à la fin au niveau de l'action il s'est pas passé grand chose. Enfin, je trouve que c'est un tome un petit peu. Je parle du tome, mais je parle de la partie 1 et de la partie 2, parce que la partie 1 aussi était comme ça, très lente. C'est vraiment voilà, un tome où on se pose au milieu de toute cette débâcle d'événements, d'informations, d'actions. Et on découvre des choses sur l'univers et on voit évoluer nos personnages, donc c'était sympa. Enfin, personnellement, comme c'est un univers que j'adore et des personnages que j'aime beaucoup, ça m'a fait plaisir en fait de traîner avec eux dans ce tome,
Voilà, bah c'est ça, de traîner avec eux, mais c'était quand même un poil long. Tout ça pour dire, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture et bah j'ai hâte d'avoir la suite du coup. Alors je sais pas c'est pour, enfin je sais pas pour quand c'est prévu, mais c'était vraiment très cool. Ouais, c'est vraiment une tellement bonne saga. Et quand je vois là ce tome-là, à quel point on dépasse, à quel point toujours on va plus loin dans l'approfondissement, je me dis que vraiment, à l'échelle du Cosmère, c'est vraiment une saga qui n'a rien à envier au Livre des Martyrs, au niveau de la complexité de l'univers, au niveau de la richesse, au niveau de tout ça. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de continuer à découvrir le Cosmère parce que je pense qu'à la fin, ça va nous péter le cerveau. Tellement ça va être dingue en fait. Donc voilà du coup pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.